Salut à tous, bienvenue dans ce hors-série de la bande AD+, en partenariat avec ASICS qui affiche sa détermination à devenir, ou plutôt à redevenir, l'équipementier numéro 1 dans le monde du trail. Cet épisode est enregistré au ASICS Fujicamp à Chamonix, quasiment dans la forêt, au bord de l'Arve, une magnifique rivière glaciaire, dans le vaste terrain du restaurant L'Index, où les gens viennent pour la 3e année consécutive tester les produits de la marque japonaise sur un parcours dédié durant toute la semaine en marge de l'UTMB. Je suis Nicolas Fréré du média journalistique Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par un membre éminent et historique de la bande AD+, Thomas Lorblanchet, premier champion du monde de trail de l'histoire et entre autres quadruple vainqueur des Templiers. Thomas a couru en son temps sous les couleurs d'ASICS et il fait maintenant partie de l'équipe qui encadre les athlètes. Salut Tom. Salut Nico, salut à tout le monde. Ravi de passer ce podcast sans la pluie aujourd'hui. Ouais, mais ça va venir un petit peu plus tard. Nous, on va passer à travers les gouttes. Alors, on est en public en ce moment. Il y a plein de gens qui nous regardent. Et tu viens de nous faire une arrivée... T'étais un tout petit peu en retard, une arrivée en vélo à fond la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une histoire de voiture. T'étais sur la couverture de la course des jeunes. C'est ça. En fait, ce matin, il y avait la deuxième manche de l'YCC, la revanche. On passera sur l'aspect sportif des choses. On pourra y revenir une deuxième fois avec peut-être... pas mal de problématiques là-dessus, mais bon, globalement, c'est hyper intéressant de pouvoir proposer ça aux jeunes pour les mettre un petit peu le pied à l'étrier et puis les initier un peu aux problématiques des courses internationales. Et donc oui, je gérais l'YCC et on s'était bien entendu, il y a à Chamonix beaucoup plus de voitures que de parking, donc ça commence à être compliqué et j'ai été un sauvetage en catastrophe pour éviter de prendre une prune. Mais j'ai trouvé une deuxième place, donc je suis arrivé un peu à l'arrache en VTT, donc on est multitâche et on est très polyvalent et très adaptable à Chamonix. Formidable. Nous devions également avoir Sissi avec nous, Sylvaine Cussot, mais elle a été retenue par un shooting photo. Sissi qui sera au départ de l'épreuve de 100 km de l'UTMB, la CCC, vendredi. Avant de se lancer, je tiens à remercier ASICS, évidemment, qui, en plus de nous recevoir ici sur le Fujicamp, soutient le travail journalistique de Distance Plus durant toute cette belle semaine chamoignarde de trail et d'ultra trail. C'est important de le souligner. On fait à Distance Plus un travail journalistique, c'est-à-dire qu'on informe. On n'informe pas seulement sur une personne. On essaye de raconter au maximum un événement et ASICS ne met pas de pression pour qu'on parle, même si ici on est avec des athlètes ASICS, pour qu'on ne parle que d'ASICS, on parle de tout le monde et ça c'est très très apprécié. Vous pouvez constater certainement si vous suivez les réseaux sociaux que l'équipe Distance Plus est déjà à l'œuvre pour couvrir toute cette semaine de l'UTMB, pour documenter ce qui se passe sur les différentes courses du sommet mondial du trail. La bande AD+, le podcast du magazine. Au sommaire de cette émission, je vous propose de parler d'accomplissement et du chemin à parcourir pour s'accomplir, ce qui nous amènera certainement à parler de victoire, de podium, de titres, d'émotions positives, mais d'échecs aussi sans doute, de passages à vide qui vous puisent votre énergie mentale et physique. Et cette énergie, elle est nécessaire autant pour se préparer à un objectif que pour se relever quand on tombe, quand ça ne va pas. D'ailleurs, grande question, est-ce qu'il faut avoir de l'énergie mentale pour s'accomplir ou est-ce que s'accomplir génère de l'énergie mentale ? Mais au fait, ça veut dire quoi s'accomplir ? Est-ce que s'accomplir, c'est forcément réussir ? Est-ce qu'on peut s'accomplir sans gagner, sans décrocher de médaille ? Et qu'est-ce qu'il y a après l'accomplissement ? Comment on gère un accomplissement ? Cette discussion, elle m'a été inspirée par le slogan ancestral d'ASICS, un esprit sain dans un corps sain, et par sa déclinaison moderne sous la forme d'une recommandation, voire une injonction. Bougez votre corps, bougez votre esprit. J'avais envie de lancer la conversation avec des champions expérimentés, comme Thomas Lorblanchet et la Suissesse et autres légendes de notre sport, Maud Massis, mais aussi avec la plus jeune génération de champions, Julie Lelong qui peut-être nous rejoindra tout à l'heure, Paul Cornu-Chauvin, Thibert de Bizet ou encore Romain Discher, tous des athlètes de l'équipe internationale d'ASICS aujourd'hui et tous sont sortis du Trail Elite Factory, c'est la chambre de sélection des futurs champions et pour l'instant ça se passe pas mal on dirait. Alors, chers invités, je vais vous demander de puiser dans votre expérience, dans vos souvenirs, dans vos anecdotes les plus pertinentes durant cette émission. La bande AD+ est enregistrée donc à Chamonix, en public, dans les conditions du direct. Bonne émission, c'est parti. La bande AD+, présentée par Nicolas Fréré.
Avant de commencer, je vous propose une rapide présentation de notre partenaire à travers quelques moments de son histoire. Donc, ASICS, puisqu'on va en filigrane évidemment évoquer ASICS et son évolution moderne et son évolution également en termes en termes sportifs. C'est loin d'être exhaustif tout ce que je vais vous raconter, mais c'est plutôt amusant de remonter un peu le temps. Alors l'ancêtre de la marque a vu le jour à Kobe, c'est au Japon, il y a un peu plus de 75 ans, c'était après la Seconde Guerre mondiale. La première chaussure fabriquée par le cordonnier Kiyashiro Onitsuka était une chaussure de basketball. Et à l'époque, c'était un tigre, le logo. C'était l'Onitsuka Tiger. Monsieur Onitsuka a voulu ensuite développer la basket pour courir. Cette chaussure, si on peut dire, a remporté le mythique marathon de Boston, puis le marathon des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. 4 ans plus tard, des bandes latérales se sont ajoutées à la chaussure pour augmenter le maintien latéral du pied. Ces bandes sont devenues le logo actuel d'ASICS. En 1977, la marque Onitsuka Tiger a fusionné avec 2 autres entreprises et c'est à ce moment-là qu'elle a été nommée ASICS. ASICS, c'est l'acronyme de l'expression latine Anima Sane in Corpore Sano. Autrement dit, je le disais tout à l'heure, un esprit sain dans un corps sain. ASICS s'est lancé dans le trail à la fin des années 1990. C'est parti de quelques employés américains de la marque qui adoraient aller courir sur les sentiers. Ils allaient souvent courir dans un canyon qui se nomme Trabuco en Californie, et ce sont eux qui auraient eu l'idée de fabriquer des chaussures plus adaptées à leur pratique que les chaussures de route qu'ils utilisaient dans les canyons. Leur idée a donné naissance à la Trabuco, l'emblématique chaussure de trail d'ASICS. Puis un peu plus tard, ASICS a connu un succès planétaire grâce notamment au gel amortissant, l'ASICS Gel, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans des déclinaisons évidemment un peu plus modernes. J'en profite pour vous conseiller de surveiller le compte Instagram de Distance Plus toute cette semaine. On vous proposera une question en story d'ici la fin de l'UTMB, et celles et ceux qui répondront correctement pourront participer à un tirage au sort pour gagner une paire de la nouvelle ASICS Fuji Light. Attention, pour valider votre participation, il faudra être abonné au compte Instagram de Distance Plus et d'ASICS Running évidemment, mais aussi être abonné à l'Extra des Plus, la newsletter de Distance Plus. La bande des plus, le podcast du magazine Distance Plus. Je vous propose un petit tour de table et on va commencer avec le grand fan de l'Aerox, Thomas Laure-Blanchet. Alors, tu nous as dit au début d'année que c'était un délire entre copains, mais de ce que je vois, tu t'entraînes comme un fou. Donc finalement, ça y est, là, t'es parti pour être champion du monde d'Aerox. Ouais, après ça reviendra un petit peu sur le sujet de l'émission, parce qu'effectivement s'accomplir, ça veut dire quoi, et l'Aerox, peut-être que c'est un des moyens de m'accomplir sur un âge avancé, non pas qu'il est trop grand, mais à un moment donné, passer 35 ans, on va pas forcément vers une qualité tissulaire qui s'augmente, un volume musculaire ou une sarcopénie qui se met en place. Donc du coup, on se doit, ou c'est profitable tout du moins d'essayer de trouver des palliatifs à uniquement courir. Et oui, l'Aerox, ça répondait bien à mes attentes du moment, et ça répond finalement à mon organisation de ma vie personnelle, professionnelle, familiale, et finalement un accomplissement personnel un peu meilleur par rapport au fait que ça s'intègre au mieux par rapport à ce que je souhaite accomplir au mieux dans ma vie, à savoir tous ces paramètres et toutes ces pierres angulaires. Donc oui, l'Aerox aujourd'hui, ça me correspond bien, et puis j'aime bien me donner des défis. Donc voilà, le sub 60 est dans le viseur. Donc en fait, c'est parti d'un vrai délire. Même toi-même, tu sais pas ce que tu allais faire là. Et en fait, tu y as pris quand même goût. Alors officiellement, c'est parti même d'un délire je me suis fait livrer du bois, et j'ai mis 4 jours à m'en remettre. Donc je me suis dit que peut-être que la course à pied, ça a ses limites. Et je me suis dit que pourquoi pas complémenter un peu un travail ou tout du moins un entraînement cardio par autre chose que simplement courir dans les montagnes. Donc des exercices fonctionnels. Voilà, des exercices très fonctionnels, très adaptés finalement à nos gestes du quotidien, et voilà, après avec ce petit challenge alors après l'Aerox, je pense qu'ils ont bien compris le système, et aujourd'hui on est presque sur une vague qui est aujourd'hui presque plus grosse que celle du trail à l'époque.
Ah oui, quand même. Ouais, on est sur une inscription possible, style. C'est aussi compliqué d'aller à Nyrox qu'au concert de Coldplay Ok. dans 3 ans. Bon. Maud Matisse, je suis ravi que tu sois là, Maud. Merci pour l'invitation. Tu cours dans quelques heures maintenant sous une pluie battante a priori, l'OCC. Tu me parlais en off que t'étais comme une gamine en fait. T'as peur de ce qui s'en vient parce que c'est nouveau pour toi. Un format comme l'OCC de 53 km. Effectivement, quand j'ai commencé le trail, c'était en 2008, 2009. J'ai commencé par du plus long. Donc, j'ai eu quelques expériences sur des 53, 58 et 62 kilomètres. Mais le dernier date de 2011. Donc, voilà, ça date un petit peu. Et après, j'étais revenue sur des formats plus courts. Et donc là, c'est une réexpérimentation de la plus longue distance, Donc, ouais, je me réjouis de découvrir cette gestion d'effort. Et t'appréhendes plus que ça t'excite ou ça t'excite plus que t'appréhendes? C'est un mélange des deux, je dirais. Après, c'est vrai que demain, ils annoncent la pluie, donc on va dire qu'il y a une petite tendance d'appréhension un petit peu plus, ouais. Parce que j'aime la chaleur, je préfère le très chaud que le très froid. Alors, a priori, il devrait pas faire trop froid, mais la pluie me donne un peu plus d'appréhension. Il faut savoir que tu as eu un accident de voiture un peu bête, on ne sait jamais très intelligent, mais qui t'a arrêté pendant 5 semaines. Donc, t'as pas couru pendant 5 semaines, donc tu devais être comme une lionne en cage. Mais tu as pu courir Sierzinal. Sierzinal, madame, messieurs, Maud l'a remporté 4 fois. Et tu as terminé à la 4e place avec une performance plus que remarquable, plus qu'en dessous de 3 heures. Toi-même, tu étais agréablement surprise. Oui, tout à fait, parce que après l'accident, j'étais sûre de pas prendre le départ de Sierzinal, ni de l'OCC. Finalement, après ces 5 semaines sans course, j'ai quand même pu courir petit à petit. Et puis quand j'ai eu plus de douleur, c'était 2-3 jours avant Sierzinal. Je me suis dit, je prends le départ, ça fera un bon test pour l'OCC. Et puis ça a validé le fait que je sois au départ demain. Et tu retrouveras notamment Joylyn Chepengeno qui est à la limite de l'imbattable, on a l'impression, mais ça va être excitant. Parmi tant d'autres. Ouais, c'était un accident de vélo. Hein. Oui, c'était vélo contre voiture. Elle a une petite particularité, Maud, en vélo. Elle arrête le chronomètre quand ça ne sert à rien. C'est-à-dire que quand elle fait une sortie de 2 heures, elle compte pas les descentes, donc elle arrête le chronomètre en haut de chaque montée. Je tiens à le souligner parce que c'est assez peu. Attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Non, si on a tous compris, mais on se dit non, c'est pas possible. En fait, je fais très peu d'heures, en moyenne entre 8 et 14 heures par semaine. Mais dès que ma fréquence cardiaque ne dépasse pas un certain seuil, je dirais la zone 2, j'éteins le chrono. Parce que j'ai l'impression de me balader et de plus faire du shopping que de l'entraînement. Donc, est-ce que tu as eu ton accident pendant des heures qui servaient ou des heures qui ne servaient pas? C'était pendant des heures qui ne servaient pas parce que j'étais en déplacement. Vraiment tout perdu. J'ai tout perdu. Romandichère, tu fais partie de cette jeune garde. On t'avait reçu il y a 2 ans à l'UTMB. Tu venais tout juste de gagner le Trail Elite Factory. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, comme tu le rappelles, j'avais été convié à ton podcast suite à ma victoire sur le Trail Elite Factory. Et du chemin a été parcouru depuis, c'est vrai. À l'époque, je jonglais encore beaucoup entre la course d'orientation et le trail. Le trail que finalement, je m'y suis réellement mis à 200% suite à cette victoire. T'as voulu honorer ton contrat. Voilà, mais c'est totalement les termes. Ouais, c'est ça. De l'an passé, donc 2024, j'ai voulu faire honneur à ce premier contrat, cette première année de contrat avec ASICS, et donc voir un petit peu justement en me focalisant sur le trail ce que ça pouvait donner, une première saison totalement axée trail et course de montagne. Je dis course de montagne parce que
effectivement, je fais des formats de course assez courts qui dépassent l'heure de course, mais ouais, effectivement, je reste sur des formats plutôt courts. Et donc c'est vrai que ça m'a tout de suite bien réussi. Champion de France, je visais les championnats de France de course de montagne, donc l'année dernière, où je termine à la 3e place, c'est ce qui permet de décrocher une sélection en équipe de France quasi automatique sur les championnats internationaux par la suite. Donc c'était tout de suite, c'était un peu l'année de la surprise, parce que je débarquais un petit peu d'un autre milieu qui est pas tout à fait non plus étranger à la course à pied, puisque ça demande, la course d'orientation demande des véritables qualités physiques de course à pied. Et tu étais membre de l'équipe de France aussi, hein, au plus haut niveau de l'orientation chez les jeunes. Exactement, ouais. J'ai fait plusieurs années à haut niveau dans cette discipline, dans mes jeunes années. Je suis encore jeune, certes, mais c'est vrai qu'on passe rapidement, un peu plus tôt que sur les catégories de trail, on passe plus rapidement élite, en fait, chez les catégories qu'on pourrait dire seniors, dans la course d'orientation. Donc c'est vrai que en même temps que je décrochais donc ma première année de contrat avec ASICS, en course d'orientation, je passais élite. Et c'est vrai qu'il y a un véritable gap, comme dans beaucoup de sports, entre les années juniors et les seniors. Et voilà, là j'ai eu un peu un choix à faire, puisque entre ces deux disciplines, puisque les calendriers des grosses compétitions se chevauchent beaucoup. Et voilà, j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner dans le trail, la course de montagne. Et voilà, ça a été un peu l'année de la surprise, puisqu'on m'attendait pas, on me connaissait pas encore dans le milieu du trail. Donc cette première sélection, porter le maillot de l'équipe de France sur des championnats d'Europe, c'était juste une expérience phénoménale. Et forcément, ça donne envie d'y revenir. Et puis cette année, c'était de nouveau l'objectif principal de l'année, ces championnats de France qui sont synonymes de sélection sur les championnats internationaux s'il y a une belle performance au bout de l'effort, généralement en se classant dans les 4 premiers de cette compétition, on vient chercher une sélection. Et c'est ce qui s'est passé, tu seras à Canfranc avec un beau maillot de l'équipe de France sur les épaules. Exactement, ouais. Sur le up and down, classique de course en montagne. Voilà, c'est ce qui me réussit visiblement le mieux actuellement. Je suis assez polyvalent, on va dire, et ce qui est indéniable, c'est que mes plusieurs années en course d'orientation, ça m'aura développé beaucoup de belles qualités, d'aisance en tout terrain. Donc c'est vrai que je suis plutôt à l'aise, que ce soit en montée, à plat, en descente. Donc c'est un format, le up and down, qui me réussit bien. Et voilà, non, juste trop beau de pouvoir réaccrocher en septembre, dans un mois, le maillot de l'équipe de France. C'est un peu l'année de la confirmation. L'année dernière, c'était la surprise. Cette année, c'est la confirmation. C'est l'année la plus difficile, souvent. Parce exactement. On t'attend. Quand t'es connu, la première année, c'est la surprise. Donc, tout le monde s'enthousiasme du petit nouveau. Mais derrière, c'est la pression de rester à ce niveau-là. Et t'as réussi. Tout à fait, ouais. C'était tout le challenge cette année. Je le savais. Et pourtant, évidemment qu'il y a du stress et de la pression, mais avec l'expérience des compétitions un peu plus importantes au fur et à mesure des années, c'est vrai que j'ai réussi à aborder de mieux en mieux et de plus en plus sereinement des compétitions à enjeu. Donc c'est que du positif, et je pense que ça va que aller encore en s'améliorant à ce niveau-là. Donc le choix, c'est va au trail et à la course en montagne. Petit aparté, de mémoire, tu étais aussi guide athlète. Est-ce que t'as mis ça de côté aussi, ou est-ce que tu continues de guider ton ami? Je pense c'est un ami, c'est un seul en partie qui est aveugle. Oui, voilà, c'est ça. Je suis guide pour un seul et même athlète. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis dans l'aventure. Et quand tu parles d'amis, ouais, c'est un peu le cas, puisque forcément il y a des liens qui se créent comme ça quand on est guide. Donc je suis guide pour un athlète malvoyant de demi-fond, donc il fait surtout de la piste,
des compétitions sur piste, mais aussi un peu sur route. On s'est même déjà essayé à du cross. C'est tout de suite un peu plus challengeant, un peu plus technique pour une personne qui ne voit quasiment rien. Donc c'est une superbe aventure. J'adore ce rôle-là. Et dès que je peux en fait être présent pour lui, je continue à le faire. Je l'ai pas mis de côté. J'ai eu quelques compètes avec lui cette année. C'est juste trop beau et c'est des émotions qui sont décuplées puisque vécues à deux, en binôme. Et voilà, je vais continuer tant que je peux avec lui. C'est excellent. Je l'ai pas dit, mais tu as couru hier, toi, sur la petite épreuve, l'ETC à l'UTMB. Tu as fait une 10e place après une 14e place ou 17e place, je sais plus, l'année dernière. Donc, tu es en progression. Ouais, on peut parler de progression. J'ai couru hier sur l'ETC, la plus petite épreuve de cette semaine UTMB, mais la plus intense peut-être. Voilà, c'est néanmoins la plus nerveuse et très très exigeante puisqu'on on termine dans de sacrés états en ayant tout donné, puisque le cardio est un peu à bloc du début à la fin, c'est vrai. Et je suis satisfait de cette 10e place. C'était la 3e année d'affilée que je m'alignais sur ce parcours-là. Et je sens que je le négocie, je le gère de mieux en mieux et j'ai pu en conserver un peu sous la patte pour être encore à l'attaque et proactif sur la fin de course en grappillant encore quelques places. C'est tout à fait positif. Maud Mathis avait fait 2e l'année dernière le test. Tu voulais prendre le Non, simplement pour raccrocher, comme tous les orienteurs, il a la grosse qualité de descendre ultra bien en main, donc souvent ça lui sourit parce que sur les montées-descentes, ça gagne au grattage, au tirage, parce que quand tu descends bien sur les fins de course, c'est vraiment très profitable. Et j'ai à côté de moi Thibert de Bizet. Alors toi, pour le coup, c'est une découverte, en tout cas à titre personnel, c'est cette année. Ton nom a popé à peu près tous les week-ends. 7e hier sur le TC. Tu disais que t'es parti à bloc comme tout le monde. De toute façon, il n'y a pas le choix sur ces courses-là. Il faut partir à fond. Puis c'est le premier qui pète, ou celui qui résiste qui gagne, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'habitude de faire des formats aussi courts. Et puis c'était quand même pas une course objectif, mais du coup je m'étais dit que j'allais prendre des risques et je savais qu'il y avait des gars qui étaient bien meilleurs que moi, mais je me suis dit allez, va jouer un peu. Donc je suis parti très fort et comme prévu j'ai pété au bout de 10 minutes mais après je me suis bien accroché. Et finalement je fais une très belle course. Je suis très content, je finis en 7e position et j'ai vu le gros descendeur Romain revenir sur moi en bas de la descente, qui descend vraiment très 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 bien, mais j'ai réussi à en mettre un petit peu pour éviter qu'il me double quand même. Raconte-nous qui tu es, Thibert. Moi, ce que j'ai vu et ce qui m'a impressionné, surtout qu'avec on a Louison coiffé dans l'équipe qui avait réussi quelques records à la Réunion, puis toi tu y es allé relativement récemment, c'était au printemps je crois. J'y suis allé en décembre. En décembre dernier. À juin. Ouais. À juin, c'est parce que t'es resté longtemps, c'est ça? Je suis resté 6 mois. Et t'as fait une collecte, quoi. T'es allé chercher. Alors le prochain record sur tel segment et bam. Et tu les as tous battus, dont le Piton des Neiges. Piton des Neiges. C'était je suis allé à la Réunion un peu à l'impro. J'ai rejoint 2 potes qui ont décidé d'aller vivre là-bas quelques temps, donc j'y suis allé sans aucun plan. Et puis j'en ai bien profité pour courir un peu partout sur l'île, sur des sentiers magnifiques. Et effectivement, il y avait le segment du Piton des Neiges, donc c'est une montée mythique là-bas, puisque c'est le sommet de l'océan Indien. À près de 3000 mètres et effectivement je suis allé chercher le record et c'était un bel accomplissement, même si en fait ça veut pas dire grand chose en vérité, c'est un record, il y a plein de gens qui l'ont pas fait, mais c'est assez mythique, donc c'était génial. Toi, tu te destines plus à l'ultra ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand je te dis que je te connais pas bien. Ouais. Mais pas de souci. Je le prouve. Et en fait, non, je fais vraiment des formats entre 2 heures et 4 heures.
et je suis pour l'instant pas du tout attiré par de l'ultra. Alors j'ai déjà un peu envie d'allonger, mais quand je dis allonger, ça va être 4 heures. Pas obligé d'aller au plus haut. Ah ouais, non. Et c'est vrai que je trouve aujourd'hui qu'il y a quand même un peu une course à toujours faire plus long. Et j'aime bien rappeler que le format court, c'est bien aussi. Il y a plein de belles courses à faire en format court. Et on a tout. Il y en a plus, en fait, même, quand on regarde bien. Il y en a plus, en vérité, qui sont peut-être moins connus parce que ça impressionne moins. Mais il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'épanouir sur ces formats-là. Paul, toi aussi, comme Thibert et comme Romain, tu es sorti du Trail Ladies Factory. Cette année, ton nom a été beaucoup prononcé au moment du Mute, puisque tu as, je pense, on peut le dire, je ne sais pas si toi tu t'es surpris, mais tu as créé la surprise en remportant cette course mythique à Madère. Raconte-nous ça. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ça a été un peu la surprise. Puis pour la petite anecdote, on avait un stage à Minorque un mois avant, et j'étais inscrit de base sur le 80 en fait au Mute. Et au moment du stage, j'en ai parlé avec Laurent et Tom. Laurent Ardito, oui. Et la forme était vraiment là. J'ai passé un super hiver, sans pépins. La forme montait vraiment très bien. Et sur le 80, il n'y avait pas une énorme densité cette année. J'avais vu la start list du 120. Je me suis dit, t'es en forme, t'as jamais été aussi bien. Peut-être que c'est l'occasion cette année d'aller voir ce que tu vaux en fait par rapport à des gros calibres comme ça. Donc on a envoyé un message à l'organisation, ils ont accepté de changer mon dossard. Et donc à un mois de l'événement, j'ai changé le dossard et je me suis mis à fond sur cette distance. Et je suis arrivé là-bas, je dis un peu que j'ai fait l'escroc sur cette course parce que c'est pas une course qui a été planifiée des mois à l'avance. Je suis arrivé le mercredi soir alors qu'on courait le vendredi dans la nuit. C'était de l'opportunisme quasiment, en fait. C'était une opportunité et tu l'as saisie. Et exactement. Et même si on va encore plus loin que ça, je suis allé à Madère parce que ma copine avait pris une semaine de vacances à Madère. C'est une très bonne raison. Voilà. Et j'avais dit, il y a le Mute à la fin du week-end, je vais y aller. Et le renard. Bah oui, quand même. Donc j'ai un peu ruiné la fin de ses vacances parce qu'elle m'a fait l'assistance toute la nuit, sous la pluie, bien sûr. Et donc je suis arrivé là-bas le mercredi soir, on courait le vendredi soir. Et tout de suite, en fait, j'étais super bien dans les jambes de Tchoumi, Germain, qui pour moi sont des athlètes. Mais c'est ça, c'est les grands noms, quoi. Et exactement. Et c'est ce qui a beaucoup surpris les observateurs qui ne te connaissaient pas. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme ? C'est ça. Et dès la première bosse, en regardant les pulses et tout ça, et je me disais, j'avais jamais fait aussi long. En plus, j'avais fait la CCC en temps d'effort le plus long, qui s'était très mal passé pour ce coup-là. Et je me disais, ça va pas très vite. Je me disais, par rapport à ce que je m'attendais, je me disais, en fait, quand tu cours avec des personnes comme ça, tout de suite, dans les premières bosses, t'es très haut au cardio, ça monte très vite, tout ça. Et j'ai pas eu cette sensation dès le début. Donc je me suis dit, reste tranquille parce que tu ne connais pas la distance, tu ne connais pas le temps, tout ça. Et en fait, pas chien fou, quoi. Non, vraiment pas. Je pense que de l'extérieur, ça a peut-être paru un petit peu différemment parce que je suis parti dans le groupe avec eux tout de suite dès le début. Mais comme je le disais, en fait, sur les entraînements avant, je sentais que que j'avais une très bonne forme. Donc, je voulais surtout pas prendre les devants parce que c'était pas mon rôle. En fait, je me l'estimais pas du tout dans ce rôle-là. Et au fur et à mesure de la course avançait. J'ai eu un petit coup de moins bien au niveau du 60e, des crampes d'estomac. Ça a duré, dans ma tête, ça a duré un quart d'heure, mais ça a duré 3 minutes. Hein, vraiment, c'était rien. Je casse un bâton au début d'une montée, mais j'ai le ravito tout de suite après. Et je fais après une 30aine de kilomètres un peu en chasse-patate derrière eux. Pas très loin, mais suffisamment loin pour pas les voir. En fait, donc je fais 1h30 derrière eux à 2 minutes sans voir personne. Et j'arrive en haut du Pico Rivo, il y avait un photographe. Ça fait 1h30 que je vois personne. Et certainement pas mal plus de photographes. Oui, voilà. À cet endroit-là, qui est absolument magnifique. Oui, là, pour le coup, c'était pas magnifique cette année. On était dans le brouillard et dans la pluie toute la course. Donc, on a basculé là-haut, on voyait à 5 mètres. Donc, bon, c'est aussi ça la montagne. Tu regarderas les photos, c'est très très beau. Oui. Non, mais j'ai eu l'occasion de voir. Mais c'est vrai que quand nous, on était là-haut, on n'y voyait pas grand-chose. Mais bon, c'est ça la montagne aussi. Hein, quand on arrive, et on le sait tous, hein, on arrive,
c'est très beau, ou quand on arrive un quart d'heure plus tard, c'est tout bâché, on voit plus rien. Et à ce moment-là, le photographe me dit ils sont encore à même pas 2 minutes, quoi. Donc je dis putain, mais ça fait un moment qu'on me dit ça, en fait. Donc on continue la course, et puis au niveau du 90e, je rentre sur eux. J'avais des très bonnes jambes en descente. Donc quand j'arrive sur eux, en fait, je m'arrête même pas vraiment dans le groupe parce qu'on est dans une descente. Et je me dis, en fait, derrière, il y a une grande montée qui fait 1002 D+, et tu vas arriver dans la zone que tu ne connais pas. Tu vas passer les 100 km. Tu sais pas comment ton corps va réagir après. Donc prends de l'avance maintenant, c'est le moment. Et en fait, dans cette bosse, on était toujours à une trentaine de secondes. En fait, le dernier kilomètre, le dernier ravitaillement avec assistance, c'était au niveau du kilomètre 95. Et on est tous ensemble. Il y a Miguel Arsenio qui est premier à ce moment-là. Il est chez lui à la maison. Voilà, qui est à 20 secondes devant moi. Et Germain qui est 5e, il a 1 minute derrière moi. Donc en fait, on est en 1 minute 30, on est tous ensemble, quoi. C'est vraiment une course on a été tous ensemble à ce moment-là, et c'est à partir de là que les écarts se sont créés. Donc cette course, elle se finit avec 30 km. C'est pas que de la descente, mais descente et plat tout le long jusqu'à l'arrivée. Et, comme je disais tout à l'heure, j'avais des très bonnes jambes sur sur les descentes. Donc j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu là, et c'était juste incroyable. Encore à 8 km de l'arrivée, je me retourne, j'ai Miguel à 40 secondes derrière moi. Je dis, mais en fait, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et quand je passe la ligne, je pense que beaucoup ont vu cette photo où je crie. En fait, c'est plus le fait d'être content d'avoir gagné, c'est la libération, en fait, de cette bataille qui a duré, ça a été 13 heures, en fait, où vraiment... c'est de la tension permanente. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y a des courses d'ultra où ça se décide assez tôt, à mi-course, en fait, où il y a déjà 30, 40 minutes d'avance, et où tu te bats derrière contre toi-même. Et là, en fait, ça a vraiment été une course contre soi-même, bien sûr, mais aussi contre les autres. Et sur de l'ultra, en fait, on parle souvent qu'il faut d'abord se battre contre soi-même. Donc c'est vraiment le cas. Mais sur cette course, il y a eu aussi beaucoup de bagarres avec les autres. Et c'est ça, moi, que j'ai vraiment apprécié plus que tout sur cet événement. Et ça t'a donné le goût de renouveler l'expérience, pour le coup, contrairement à Thibert, sur ces formats ultra. Oui, moi, pour la petite anecdote, ça fait 4 ans que je cours. Et j'ai commencé à courir pour courir l'UTMB. Vraiment, t'es de la nouvelle génération des jeunes qui ont l'objectif tout de suite d'aller vers là. Ouais. Exactement. En fait, je faisais du kayak avant, je courais pas du tout. Il y a 4 ans, je courais champion pas. De kayak, même. Oui, j'ai fait champion du monde dans les années, en 2016 en équipe. Et quand je faisais du bateau, je regardais l'UTMB. Je regardais pas du tout Sierzinal, je savais pas que ça existait. Zegama, je savais pas que ça existait. Vraiment, c'était UTMB, Diag, et je regardais ça, je regardais les résultats des François Daen, des Xavier Thévenard, des Kylian. Et en fait, c'était des personnes comme ça qui m'inspiraient. Je me suis dit, un jour, j'aimerais faire l'UTMB. Mais sans du tout penser au haut niveau et tout ça. Et en fait, quand on attaque une discipline et que ça faisait déjà 10 ans que je faisais du haut niveau en bateau, ça revient directement. En fait, on est fait pour ça. Ouais, t'as un état d'esprit qui est dirigé vers et la performance et les objectifs. Et donc, en fait, c'est pas du tout... tout à l'heure, Thibert disait on veut toujours faire plus. Moi, c'est pas forcément faire plus parce que j'aspire pas du tout à aller faire un tour des géants ou quoi. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais par contre, c'est le format 160 qui m'attire. Donc, peut-être que je fais mon premier dans un mois parce que j'en ai pas fait encore. Peut-être que je vais le faire. Je vais dire, en fait, non. Moi, je veux rester sur du 100 km, du format CCC, ça me plaît plus. Mais dans mon imaginaire, ce qui m'intéresse le plus, c'est ces formats-là, ouais. Dans un mois, c'est-à-dire, tu vas où ? Je vais à Nice sur tu fais le Nice sur le 160. Ouais. Très bien. En plus, tu choperas les points, les Rolling Stones au passage. Et c'est l'idée, d'aller décrocher la qualif pour UTMB 2026. Pour essayer en 2026. J'ai oublié, en parlant de Thibert tout à l'heure, que tu as récemment gagné une course emblématique de course en montagne, qui est le Nid d'Aigle. Yes. T'y allais pour gagner ou t'avais l'air surpris, je crois, quand t'as gagné? J'y allais
pas. Elle me redit pas non, hein, si à chaque fois je te pose une question, je suis à côté de la plaque. Non, mais oui, j'y suis allé, mais j'y suis pas forcément allé pour gagner. C'était surtout, enfin moi je connaissais de nom, je sais que c'est une course mythique de course en montagne, et j'y allais pas du tout pour gagner simplement parce que chaque année normalement c'est une manche de course de Coupe du Monde, donc il y a un niveau assez stratosphérique, et je pensais que ça allait être le cas. Et finalement, il y avait la manche de Coupe du Monde, elle se passait à Briançon. Donc, c'était l'année où fallait aller au Nid d'Aigle pour gagner. Et donc, c'était quand même une belle bataille. Toi aussi, t'es un bel opportuniste, en fait. Exactement. Non, je savais pas en vrai, mais en tout cas, ouais, c'est un super parcours, le Nid d'Aigle. J'ai adoré. Même si cette année, ça fait plusieurs années que c'est pas le vrai parcours qui monte jusqu'au Nid d'Aigle. En vérité, on a une petite redescente après le col du Tricot, etc. Alors que normalement, on s'arrête tout en haut. On s'arrête tout en haut. Il y a quasiment pas de descente, il me semble. L'année prochaine, il y aura le parcours originel, il me semble. Très bien. Bon, on a maintenant un peu une idée de qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissaient pas, et j'ai envie maintenant de vous questionner. Alors, je vais vous poser une question, puis je vais passer à tour de rôle, comme ça ceux qui passeront après auront le temps de réfléchir. Quel est votre plus grand accomplissement ? Vous êtes tous des champions. Alors vous êtes plutôt jeune. Maud va avoir un petit peu de difficulté, mais je vais quand même demander à Maud d'abord. C'est quoi, Maud, ton plus grand accomplissement ? Et peut-être avant, définis pour toi ce que c'est un accomplissement. Ouais, alors là, c'est une grosse question. Pour moi, c'est de réussir mon objectif que je me suis fixé. Enfin, c'est pas seulement le jour de l'objectif, mais c'est aussi le chemin pour y parvenir. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas dans chaque chemin, mais c'est de dire, même si on n'a pas forcément atteint vraiment je sais pas moi, le temps qu'on voulait, le chrono qu'on voulait faire ou la place qu'on voulait faire, c'est se dire, je l'ai fait, il y a eu des aléas, j'ai fait un beau chemin pour y arriver, et puis, je l'ai fait. Donc là, je l'ai accompli. Pour moi, c'est ça. Après, bien sûr que il y a, ça évolue avec le temps. Ça peut être des victoires, ça peut être juste de participer, puis même dans une saison, le terme d'accomplissement, il peut prendre une autre pas dimension, mais définition. Voilà. Oui, comme ce qu'on disait tout à l'heure, tu t'attendais pas à être à l'arrêt pendant 5 semaines, voilà. Et du coup, tu es obligé de réviser un petit peu tes ambitions. Exactement, ouais. Alors, je le pose la question, dans ton palmarès monstrueux, t'as des titres de championne du monde, de championne d'Europe, des titres sur des grandes courses, comme Tirzina, je l'ai dit, quadruple vainqueur, record de course, hein, toujours. Ouais. C'est quoi le plus grand ? Ouais, je mettrais quand même ce record sur Cerzinal. S'il fallait vraiment choisir un. Et puis, un qui me tient vraiment à cœur, parce que ça a démarré, au fait, ma carrière sportive. C'est la première fois que j'ai gagné les championnats d'Europe de course de montagne. Parce qu'en plus, c'était une année après avoir accouché, et j'avais fait tout ce travail, ces entraînements pour revenir pour parvenir plutôt, parce que je n'étais pas encore très à une athlète de haut niveau avant la grossesse. Mais là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Voilà. Tu as toujours la même appétence pour la performance. Toi, t'as été, avant même de faire du trail, tu étais en ski et alpinisme, toi, hein, c'était ta discipline à la base. Oui, je faisais les deux, hein, l'hiver, le ski alpinisme, et puis l'été, le trail. Quelques années, 4 ans à peu près. L'appétence pour la haute performance. Est-ce qu'une Maud Matthys peut prendre le départ d'une course sans l'objectif de gagner ? Oui, maintenant, je dirais que depuis 2 ans, mon mindset, j'ai un petit peu changé. Avant, j'allais vraiment pour la victoire, alors que maintenant, je me dis je crois que j'ai fait de belles performances, et puis j'essaie toujours de me dire c'est pas grave si tu gagnes pas, rien que de revenir après une blessure, ou de faire une belle perf, ou plutôt de viser un chrono sans forcément la place.
chaque course, au fait, je change un petit peu mon objectif par rapport à avant. Ouais, c'est vrai. Et typiquement, Sierzinal de cette année, où tu luttes pour la 3e place avec Katy Scheidt, tu termines 4e, mais tu te voyais pas là quelques semaines avant. Alors... Donc, là, typiquement, on n'est pas sur le podium, quoique le podium, c'est peut-être un podium à 5 sur Sierzinal, mais c'est un accomplissement. Voilà, là, tout à fait, c'est un super bon exemple. C'est que j'étais déjà heureuse de pouvoir prendre le départ. L'objectif, c'était d'arriver, de voir si j'avais pas de douleur. Et puis, quand j'ai vu que, en plus, j'avais mis encore un petit objectif de chrono qui était de moins de 3 heures. Donc, quand j'ai vu que j'étais moins de 3 heures, pour moi, l'objectif, c'était accompli, c'était un accomplissement. Et puis, le fait que Katy Scheidt me passe 2 kills avant l'arrivée, c'était vraiment pas important pour moi. Très bien. Tom, toi aussi, tu as une très très belle carrière en trail, et pas que, puisque maintenant tu es sur l'Irox. J'arrête avec ça. C'est quoi ton plus grand accomplissement? Je parlais de tes 4 victoires aux Templiers dont on parle souvent, de ton titre de champion du monde, le premier entre guillemets officiel en trail, mais il y a d'autres courses. Il y a Leadville, je crois que tu es encore le seul Français à avoir gagné là-bas. Et il se met à pleuvoir, je crois. On n'a finalement pas passé à travers les gouttes. C'est quoi ton plus grand accomplissement? En fait, pour moi, l'accomplissement, ça a quand même, faut définir un petit peu les choses. Je dirais que l'accomplissement, comme l'a dit Maud, je pense que c'est la réunion un petit peu de 3 choses. La première chose, ça serait effectivement un objectif sportif que tu atteins. Un processus dans lequel tu es content de ce processus, ce chemin, effectivement, comme dit Maud, qui t'a amené jusqu'à cette performance-là. Et puis, en fait, quelque chose qui t'a grandi dans ce chemin, c'est-à-dire que tout l'entraînement que tu as mis en place, finalement après cet accomplissement ou cet objectif réussi ou raté, en gros tu repars avec une meilleure connaissance de toi, une meilleure connaissance, finalement tu as grandi et tu t'es accompli parce que tu t'es amélioré en tant qu'être sportif en l'occurrence. Donc moi mon accomplissement, je dirais que par rapport à cette définition et cette trilogie là, ça serait plutôt de continuer à être performant avec des paramètres de vie qui changent, qui continuent à évoluer. Maud l'a très bien exprimé et effectivement finalement son record à Sierzinal c'est quelque chose, mais ce processus qui lui a permis de continuer à être performante après sa grossesse, finalement, ça rentre complètement dans cette deuxième paramètre qui est, voilà, je me suis amélioré dans mon processus personnel que j'ai mis en place. Donc moi, en gros, je dirais que d'avoir pu, si je prends les Templiers, d'avoir pu gagner en 2008 où finalement, mes paramètres de vie sont simples. Je suis tout seul avec Anne-Sophie, mon épouse, à gérer finalement ma petite activité égocentrée versus en 2013 où j'ai 2 enfants, un travail qui est plus impactant et tout ça. Donc, continuer à être performant dans ce cadre-là, je pense que c'est plus ça, cet accomplissement. Et avec un petit peu ce pas de retrait, je dirais que mon accomplissement personnel, il est sur une carrière qui a duré un peu plus longtemps que simplement un one-shot qui est effectivement une belle ligne sur le CV. Donc, du coup, je dirais que c'est toute cette carrière un peu longue qui a fait que je suis assez, j'estime avoir accompli quelque chose. On va passer la parole à Julie Lelong qui nous a rejoint. Merci de nous avoir rejoint, Julie. Allez, je vais faire un bloc. On va te poser la question directement. C'est quoi ton plus grand accomplissement? T'es comme les gars là, avec qui on a parlé tout à l'heure. Tu sors du Trail Elite Factory. Immédiatement après, tu as été dans la performance. Tu as été championne de France de trail court l'année dernière. Ça nous a permis de faire des jeux de mots assez rigolos. Julie Lelong qui gagne le court, alors que en 2015 c'était Sylvain Court qui avait gagné le long. On se fait plaisir comme on peut. Juste le blanc, c'est ton prénom. C'est ça. C'est à toi, Julie. Désolé, t'as à peine le temps de t'installer et bing. Oui, faut chercher un accomplissement. Oui, j'ai été très heureuse d'avoir été repérée par ASICS sur ce trail jeune de qualification. Et c'est vrai que l'année suivante, j'ai fait pas mal de courses assez réputées et connues et j'ai eu la chance de performer sur ces courses.
Donc j'ai été vraiment heureuse de remporter le titre de championne de France l'année dernière. Je m'y attendais pas du tout et ça m'a fait bien plaisir, sachant que j'avais pas commencé le trail depuis très longtemps, mais que je courais déjà depuis un moment sur route et pour le plaisir. Donc c'était vraiment une grande joie de remporter ce titre. Donc mon plus grand accomplissement, ça a été c'est dur comme question. Oui, je sais que c'est dur. C'est pas obligatoirement une victoire, attention. Hein. Oui. De pouvoir intégrer cette team et de tout apprendre sur un peu la professionnalisation de ce sport, parce que jamais je m'étais dit 5 ans auparavant que j'allais un jour devenir... C'était pas un projet. C'était pas du tout un projet, non, j'étais en plein dans les voyages, dans les études, dans le métier d'ingénieur, et jamais je m'étais dit que je tournerais un peu plus vers le professionnalisme dans le sport, parce que c'était ma passion de faire du sport à côté, mais toujours en tant que loisir. Donc c'est vrai que c'est un peu un accomplissement d'arriver dans ce milieu et de tout découvrir et de pousser un peu plus ce côté, et j'adore ça. Donc là, t'as ouvert la porte de la professionnalisation et tu vas rester là pour longtemps ? Oui, j'aimerais beaucoup performer de plus en plus, tout en gardant mes à côté, que ce soit mon travail et mes autres passions sportives, mais aussi voyage à côté. Ouais. 4e place hier sur le TC. Est-ce que c'est une déception, une 4e place sur une course comme ça ? Moi, j'adore le chocolat. Alors, la médaille en chocolat, je l'aime bien aussi. Et c'était... je savais qu'au départ de la course, je savais que j'étais à peu près classée top 5 par rapport aux concurrentes. Donc, non, je peux que me réjouir de cette 4e place. Surtout que l'hiver a été difficile puisque je me suis blessée et que les courses de cette année, j'ai été un peu moins en forme que l'année dernière puisque je revenais de cette blessure. Et que j'avais fait moins de volume, donc je gérais un peu moins les sorties longues. Donc je suis vraiment contente de ma place d'hier, donc je peux que m'en réjouir. Et puis je fais à peine 1 minute de moins que l'année dernière, donc c'est à peu près équivalent. Donc ça me redonne la forme est revenue, la forme revient et c'est de bon augure pour les championnats du monde qui arrivent fin septembre. Donc c'est cool. Et puis, juste après avoir passé la ligne, t'es parti en bivouac avec les copains, apparemment. T'es pas très fatigué. C'est ça. C'était super. C'est bien parce que, oui, c'est ça. C'était bivouac en montagne ? C'était au Contamine parce qu'on est allé encourager les gens de la TDS qui passaient au Contamine, puisque j'ai des copains qui mettaient l'ambiance là-bas au ravitaillement. Donc, petit bivouac à côté. Tibert, ton plus grand accomplissement de ta jeune carrière ? Eh ben moi, je dirais que c'est le 40 km Chartreuse de l'UT4M. Donc c'est pas une épreuve que t'aimes beaucoup, hein ? Je l'ai faite 2 fois parce qu'en fait c'est un peu dans mon jardin, j'ai envie de dire, le parcours. Et en fait, du coup, je l'ai faite donc la première fois. Donc c'était un peu ma première course. Je savais pas du tout si j'allais aller au bout. C'était quand même 40 km et 2800 mètres de dénivelé, donc pour moi c'était beaucoup. Et donc la première année, je vais au bout et je fais 3e, donc j'étais très surpris. À cette époque-là, je m'entraînais quand même pas beaucoup, je courais vraiment pour le plaisir. Et du coup l'année d'après, je me suis dit allez, je vais la refaire. Et par contre, j'ai vraiment envie de bien la préparer. Et si je fais un chrono, je m'étais dit, je crois, peut-être 20 minutes de moins que l'année passée, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et que... Donc tu gagnes, quoi. Oui, du coup, à la fin, je gagne. Mais ce qui était intéressant, c'est que vraiment, je crois que je mets 37 minutes de moins. Et du coup, je m'étais vraiment dit, OK, il y a quelque chose à faire. On va s'entraîner plus fort. Et voilà, pour moi, c'était un peu l'accomplissement. Je me suis dit, putain... C'est comme une... Non, mais c'est correct. C'est comme une petite révélation, en fait. C'est ça. Pour moi, c'était la révélation à moi-même, on va dire. Il y a un petit côté magique à se rendre compte qu'on a un potentiel incroyable alors qu'on le soupçonnait pas. C'est ça. Il y a quelque chose de très naïf, en fait. Au début, on court pour le plaisir, on fait une course, on se rend compte qu'on est bon à ça. Donc, exactement comme tu dis, il y a quelque chose de magique qu'on retrouve pas trop après, j'ai envie de dire. Une fois que tu le sais, c'est du travail. Après, derrière. Voilà, c'est du travail, on a des attentes et on veut toujours faire plus, toujours faire mieux, alors qu'au début, c'est la surprise. Donc, c'était magique. Et je pense que je revivrai pas
cette même sensation. Ce sera différent en tout cas. C'est l'histoire des premières fois. Il y a des choses qu'on ne fait qu'une fois et même si on les reproduit, ça ne pourra pas être pareil. L'émotion ne pourra plus être pareil. On entend, il n'y a plus personne qui nous écoute devant puisqu'il tombe des trombes d'eau maintenant. Paul, ton plus grand accomplissement, et puis après, vous pouvez déjà réfléchir un peu à votre plus grand échec, entre guillemets. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'une course ou de quelque chose et j'y réfléchis parce que comme je disais, moi j'ai une carrière dans le kayak avant, maintenant dans le trail et j'ai pas forcément de moment. Tout à l'heure, Thomas il parlait de sa première fois au Templier vs sa troisième, quatrième victoire et je me disais peut-être que ta plus grande réussite pour l'instant c'est le titre de champion du monde que j'ai eu. Puis après, en fait, quand j'y réfléchis, j'avais tout mis, j'étais encore au lycée, j'avais dédoublé des années pour y arriver, c'était facile. Dédoublé, c'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai fait mon bac en 3 ans au lieu de le faire en 2 ans. Donc voilà, j'étais déjà dans un processus de haut niveau, donc en fait, c'était assez facile. Et là, maintenant, en trail, jusqu'alors, je travaille énormément, je suis entraîneur de kayak. Cette année, j'ai organisé des championnats du monde, des championnats de France, et à côté de ça, je m'entraîne. Il y a des semaines en fait où je bosse 80 heures et à côté il faut s'entraîner. Et en fait, on parlait beaucoup du chemin et je pense que c'est ça. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde est un peu raccord sur ça autour de cette table. C'est le chemin avant d'arriver sur une course. Il y a des courses, on les prépare plus ou moins bien, on n'est pas trop content de la prépa, mais en fait le jour J on est très bon, donc on gagne, mais on est content parce qu'on l'a gagné. Mais en fait, il y a pas cette petite magie, comme disait Thibert, en fait, là, j'ai tout bien fait. Et là, ça je suis paye. content. Et il y a des courses sur lesquelles on se dit, là, en fait, j'ai tout bien fait. Et en fait, même si je fais deuxième, c'est un accomplissement parce que ça fait des mois et des mois que je m'y entraîne. J'ai pas eu d'accro. Dès que j'ai eu un petit accro, j'ai su bien le gérer. Tout ça. Et en fait, donc voilà. Donc, sur une course comme ça, moi, je dirais, j'ai fait le Chianti by UTMB l'année dernière où je fais 3e. Donc tout le monde pourrait se dire c'est le mute de cette année, mais en fait, comme je disais, cet hiver, c'est très très bien passé. Depuis, on reparlera des échecs de la CCC moi l'année dernière, j'ai eu aucun accro. Donc ça fait 9 mois sans accro, où j'ai pu augmenter mon volume, où j'ai pu augmenter... Et tout s'est bien passé, donc je suis extrêmement content, bien entendu. Mais en fait, cette 3e passe au Chianti, elle n'a pas du tout le même contexte. Et pour moi, c'est beaucoup plus accompli parce que j'ai eu une énorme fracture de fatigue fin 2022 qui m'a empêché de courir pendant 8 mois. C'était au niveau du col fémoral, ça a été très dur de m'en remettre. Thomas peut-être en parler, je pense que je l'ai un peu bassiné avec ça, c'était très dur. En fait, j'ai fait une année 2023 très compliquée. Je fais 25e au Templier en 8 heures. Pour les hommes, c'est pas très très rapide. Et j'ai beaucoup travaillé, de la mobilité, des choses. Et en fait, là, quand je suis arrivé sur cette ligne d'arrivée à 30 secondes de Sébastien Speller, j'étais en fait... tout le chemin que tu as mis en place, en fait, l'émotion à l'arrivée, elle est énorme. En fait, c'est d'autant plus que Sébastien Speller, qui était comme Tom Tom, une légende des Templiers. Oui, voilà. Donc, et là, j'étais vraiment très très content. Et là, il y avait ce gros sentiment d'accomplissement, de se dire, en fait, ce que toi tu imagines dans ta tête, de pouvoir courir parmi les meilleurs, c'est faisable en fait. Donc ça demande beaucoup de travail et je trouve que c'est vraiment ce chemin qui est très très important. Il faut être épanoui là-dedans pour réussir à s'accomplir derrière. Tom, tu voulais ajouter un truc ? Non, mais en fait effectivement, Paul il vient du kayak, donc il a eu cette fracture de fatigue ou stress ou de contrainte. Globalement, le terme est différent, mais ça veut simplement dire que ta capacité a été dépassée par la charge d'entraînement que tu t'y mettais, ou que ta capacité de départ suite à ta carrière, finalement ta première carrière, était un petit peu faible. C'est normal, tu passes ta vie dans l'eau. Quand tu commences à courir dessus, tes os ils sont pas forcément en phase avec ces nouvelles contraintes. Donc voilà, c'était une adaptation qui s'est mise en place. Puis voilà, il l'a très bien résumé. Je pense que l'accomplissement, c'est plus il y a de différence entre ta situation de départ et la situation où tu en es dans la vie et au niveau de performance après la course, plus le gap est grand, plus l'accomplissement est finalement validé. Et tu vois, c'est drôle parce que ils sont jeunes, je veux pas appuyer sans arrêt là-dessus, mais j'aurais tendance à me dire,
Quand t'es jeune, quand t'es bon, quand t'es un athlète élite, ce que tu veux, c'est gagner, gagner, gagner. J'ai l'impression que toi, quand t'étais jeune, c'était un peu ça. Je me trompe ou pas? Ouais, après, je pense que ça, c'est pas forcément. Moi, c'était. C'est pas lié à la jeunesse ou à la. C'est pas lié à la jeunesse. Je pense que c'est l'état d'esprit particulier. Hein. Moi, l'état d'esprit. Moi, ce que je dis quand mes filles, quand elles me battent aux jeux de société, c'est qu'elles le méritent. C'est hors de question qu'on laisse gagner. Oui, et puis tu viens du triathlon, c'est aussi une autre mentalité. Avec très particulier par rapport à très tôt, on est dans la compétition, très tôt, on est dans cette hiérarchie et ces classements. À tort ou à raison, hein, on n'est pas là pour. Mais on se construit avec ça, on se construit avec ses faiblesses, ses forces. Mais aujourd'hui, je pense que les trailers qui arrivent dans cette jeune génération, pour performer entre elles, maintenant, il faut quand même avoir une vie autour qui est tournée autour de ça de façon importante. Donc, on est quand même un peu obligé d'être un poil philosophe et peut-être un peu plus mesuré et tempéré que ce que je pouvais l'être à l'époque où voilà, on y allait, c'était la gagne ou l'hôpital. Là, on est un peu moins, on est peut-être un peu plus précautionneux. Romain, 2 questions. Comme ça, tu fais la transition. Ton plus grand accomplissement et ton plus grand échec, si échec il y a déjà eu. Mais avec la carrière que tu as déjà eue, j'ose imaginer que tu as eu des choses qui se sont moins bien passées. Eh ben non, j'ai tout gagné. Alors, en termes d'accomplissement, oui, c'est sûr que la plus grande victoire, c'est quand tu arrives à aller au bout d'un processus. C'est vrai que dans le sport, ce serait alors pas forcément chercher la victoire ou le podium, mais déjà on peut se satisfaire et être super heureux de terminer une épreuve, d'aller au bout de celle-ci. Tout simplement, j'avais pas spécialement d'ambition cette année en m'alignant sur Sirzinal que j'ai pu découvrir, mais c'était quand même déjà un accomplissement de terminer dans un chrono honorable et un petit peu au milieu de grands noms. Ouais, oui, je peux dire ça comme ça, mais effectivement, ouais, ça c'était pour moi un bel accomplissement. Tout en étant encore dans la découverte, mais ouais, de terminer en ayant une gestion assez aboutie de la course, une gestion de la chaleur, de la nutrition, de l'hydratation. C'était pour moi un bel accomplissement. 2h53, j'ai repris ta fiche devant les yeux, 2h53 et 15 secondes à Sirzinal, les secondes sont importantes, et 58e. Ça donne une petite idée du niveau de Sirzinal. C'est complètement démentiel, mais ça fait du bien de se faire remettre un petit peu aussi à sa place et de se rendre compte un petit peu de là où on se situe par rapport au top niveau mondial et qu'il y a encore du beau chemin à parcourir. Donc certainement que j'y reviendrai. Parce que j'ai souffert évidemment comme tout le monde quand on s'aligne sur cette épreuve-là, mais avec du recul, j'ai pris du plaisir en réalité. Après oui, si je dois encore parler de peut-être d'autres accomplissements, évidemment je vais rester pas mal dans le domaine du sport parce que c'est quand même ce qui me fait vibrer au quotidien depuis plusieurs années et ce qui articule beaucoup mes journées aussi entre entraînement et compétition. Et ouais, j'ai toujours été plutôt compétiteur depuis jeune, depuis petit. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait avancer, qui me fait vibrer. Et pour moi, un grand accomplissement, ça à l'époque, ça avait été de pouvoir représenter son pays dans la discipline que je pratiquais. Donc ça a commencé par le maillot de l'équipe de France de course d'orientation chez les jeunes, donc sur des compétitions internationales, et puis dès l'année dernière sur la course de montagne avec pareil le maillot de l'équipe de France, mais plutôt d'athlétisme dans la discipline de course de montagne. Et c'est vrai que les ambitions et les objectifs évoluent avec le temps et en fonction, au fur et à mesure des gaps qui sont franchis. Donc c'est vrai que là, c'est plus forcément accrocher le maillot de l'équipe de France, bien que, honnêtement, je pense que ça va continuer à être un objectif dans les prochaines années, peut-être tous les années, d'essayer de batailler pour essayer de le raccrocher de nouveau. Et essayer de performer avec ce maillot sur les épaules. Voilà, ça ce serait la prochaine étape, exactement. Donc de réussir à montrer quelque chose après de beau et d'abouti sur les championnats internationaux.
Mais oui, pour moi, c'est beaucoup de pousser aussi le plus loin possible dans un domaine, dans un seul et même domaine, justement d'essayer de voir jusqu'où je peux aller. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression que j'ai toujours fait quand je m'investis vraiment dans un sport, dans un milieu, dans un domaine, c'est vraiment d'essayer de voir jusqu'où je peux aller et tant que j'y suis pas parvenu, ne pas baisser les bras, continuer. Ouais. La pluie continue de redoubler, mais on s'entend encore. Maud, là tu es en train de penser à ton OCC de demain, je sais. C'est exactement ça. J'espère que ce sera un peu moins de pluie que ça. Bon, on va l'espérer. C'est quoi ton plus grand échec, toi? Même chose, peut-être difficile aussi d'aller le chercher. En termes de titres ou de courses, je vais rester là-dessus parce que c'est assez, ça parle assez. Ben moi, j'ai toujours voulu avoir un titre mondial. C'est ce qui me manque à mon palmarès. Et puis, j'étais bien partie pour aller le chercher en Patagonie en 2021 ou 2022, je sais plus maintenant. 2021, je crois. Et j'étais vraiment prête, mais j'avais fait une saison assez intense et j'étais arrivée fatiguée sur l'épreuve. C'est une épreuve de 42 km et c'est la première fois où j'ai abandonné au bout de 17 km. Là, c'était vraiment un échec. Mal vécu. Mais un échec pas seulement en termes de course, mais aussi en termes de gestion de saison. Julie, pour te réchauffer un peu, est-ce que tu as eu des échecs dans ta courte carrière? Pas encore, pas vraiment. Si, je pourrais dire que l'échec de l'année dernière, ça a été de ne pas avoir su écouter mon corps et de m'être blessée après une super saison. Parce que je pense qu'après avoir bien performé comme je l'ai fait l'année dernière, je me suis crue un peu trop forte, prête à faire tout ce que je voulais. Et du coup, je me suis pas trop écoutée et je suis partie faire des projets off comme le Tour de la Vanoise. C'est un 70 km, mais bon, sans être très reposée et avoir enchaîné tout l'été des courses, bah ça a payé. J'étais pas reposée, j'ai fait ce tour et je l'ai payé. Je me suis pris un bel essuie-glace qui a traîné derrière, donc. C'était en fait c'est ma prochaine question parce que je la trouve intéressante, mais tu as répondu à celle-là aussi parce que là en gros tu me parles d'une erreur plus que d'un échec. Oui. Ouais. Parce que c'est intéressant aussi les erreurs. Oui. C'est aussi ce qui permet de. Est-ce qu'aujourd'hui t'as le sentiment que tu serais capable de ne pas reproduire ça, ou est-ce que ta personnalité fait que ça va être difficile, que quand t'as le flow et que t'aimes ça et que tu réussis, bah t'as juste envie que ça continue. Bah oui, ça va être difficile parce que j'ai une personnalité à aller faire un peu tout et n'importe plein de choses à droite à gauche dans tous les sports qui soient. Et j'aime beaucoup les projets un peu farfelus et les projets off. Donc je sais qu'il faut que je me tempère moi-même et que je me repose et que je m'entraîne pour ces projets et que c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Tu disais tout à l'heure que tu étais contente d'être dans l'équipe ASICS et d'apprendre beaucoup. Est-ce que dans l'équipe, par exemple un TomTom ou d'autres, ou même tes confrères, essayent de te passer le message, Julie, là c'est peut-être de trop, soit plus raisonnable, soit plus... est-ce que ça... Oui, je le vois quand même vis-à-vis des autres athlètes ou vis-à-vis du staff il faut des fois que je sois un peu plus cadrée, un peu plus raisonnée sur ma pratique ou sur mes autres activités. C'est sûr que j'essaye de me tempérer, de calquer un peu sur les athlètes qui percent. TomTom, c'est toi qui es en gestion entre autres, hein, je pense quand même en gestion des jeunes. Je sais pas si vous êtes tous une équipe, etc. C'est dur pour de leur faire comprendre à ces jeunes athlètes qui sont très forts et qui ont envie qui ont un gros appétit, de ne pas en faire trop, même quand c'est sous le joug du plaisir. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui le calendrier il va du 1er janvier au 31 décembre. Bah oui. L'opportunité d'entrer dans des teams internationaux permet aussi de voyager plus facilement et donc d'aller sur des épreuves qui normalement n'auraient pas lieu
en France. Donc du coup, la saison, tu peux l'attaquer d'autant plus tôt. Donc l'idée générale, c'est que chez ASICS, on essaye quand même de leur inculquer que la patience est quand même gage de durabilité, et que on met pas la pression sur les résultats. On sait faire maturer un jeune talent. On accompagne quand il y a des bons jours, des mauvais jours. Hier, Lucas il passe à travers sa course. C'est lui le plus déçu. Nous, on n'est pas déçus pour Lucas. Nous, on est là pour accompagner quand ça va pas bien et valoriser quand ça va bien. Mais voilà, nous, l'idée, c'est de accompagner au maximum dans leur accomplissement, c'est-à-dire aussi dans leur construction d'athlètes qui doit durer. Nous, on cherche pas des profils avec des profils étoiles filantes qui font très très fort, mais très très fort sur un one shot, qui s'inscrivent finalement assez peu dans la durée. Nous, on identifie des profils qui sont intéressants, qui sont on va dire intéressant sportivement mais aussi humainement pour justement faire grandir le groupe en entier, et plutôt que de faire une addition de performances uniquement, on fait une addition de performances et de bien vivre ensemble et que chacun apporte à tous. Toi, à titre personnel, c'est quoi ta plus grosse erreur en carrière ? J'en ai plusieurs, mais en fait, à un moment donné, moi, je suis venu au trail pour gagner les Templiers. Je me suis construit autour de ce profil-là, et à un moment donné, la mode de l'ultra, bien sûr, m'a impacté de plein fouet, puisque quand je suis arrivé, le Graal, c'était plutôt des courses autour de 50 miles, et puis rapidement, l'UTMB c'est imposé comme l'étalon, en fait, la course étalon. Donc, à un moment donné, moi, j'ai essayé d'aller sur les UTMB, sur les ultras, sur des profils qui finalement ne me conviennent pas, parce que ça s'inscrivait pas finalement dans ma capacité, dans ma possibilité de m'entraîner au quotidien. Personnellement, c'était trop coûteux. Je prends l'exemple, quand on prépare une course, oui, la course, elle peut vous faire rêver, mais ce qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est le temps et le temps de préparation que ça va vous imposer, et surtout le timing. Une course comme l'UTMB, ça nécessite d'avoir un été complet consacré à cette course-là. Et avec 2 enfants, une femme qui est enseignante, voilà, j'aspire davantage à passer un été en famille. Donc, j'ai jamais réussi à... Ça serait peut-être mon échec. Aujourd'hui, j'ai jamais passé... j'étais 2 fois au départ du TMB. J'ai jamais validé cette ligne d'arrivée. Alors oui, effectivement, j'ai passé une fois à la PTL. Mais ça serait mon échec de jamais avoir vraiment performé ou transformé l'essai sur un ultra très montagneux, comme la Diag. Alors la Diag, je l'ai fini, mais essayer d'avoir ce focus sur l'UTMB, sur la performance, sur un 21-22 heures, j'ai jamais réussi à le faire. Ce serait mon échec, mais j'essaye plutôt de vivre avec ce que tu as réussi plutôt que ce que tu as raté. Même pas sur vraiment ce que j'ai réussi, c'est sur ce que je vais me projeter. Je suis énormément dans l'introspection, mais surtout dans la projection de ce que je peux encore faire, ce que je veux faire, comment je veux le faire, plus que ça je l'ai pas fait, et vivre avec ce regret permanent. Thibert, est-ce que tu es garçon à faire des erreurs ? Faire des erreurs. Mais qu'est-ce qu'est une erreur ? Moi, j'étais plutôt inspiré par l'échec, si je peux en parler. Non, en fait, pour l'instant, j'ai eu peu d'échecs parce que j'ai fait la partie facile où je vais commencer à beaucoup m'entraîner et du coup à progresser et à progresser rapidement. Mais je pense que les échecs vont venir bientôt. C'est-à-dire que vu que je mets toutes mes billes dans le même sac, enfin de plus en plus, je m'investis de plus en plus dans ce sport. Fatalement, à un moment donné, tu vas te prendre un mur. C'est ça, et le mur, il sera d'autant plus dur, étant donné que j'aurais mis beaucoup de billes dedans. Alors qu'au début, quand tu commences, tu t'investis pas beaucoup, donc finalement, ça va. Si tu réussis pas ton objectif, c'est pas grave, t'as plein d'autres trucs à côté. Mais en fait, plus tu t'investis, plus tu as envie de réussir. Donc, voilà, pour l'instant. Mais quand tu dis je m'inspire d'erreurs, c'est-à-dire que tu t'inspires des autres ou... Ah non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire que j'étais inspiré plus par le sujet
des échecs plus que des erreurs. D'accord, excuse-moi. Oh là là, c'est moi qui tu m'as perdu, c'est moi qui n'étais pas assez. Ok, donc aujourd'hui, en fait, t'as pas vraiment ni fait d'erreur, ni eu d'échec. C'est ça donc, que je voulais dire un petit peu, parce que j'ai fait la partie mais par facile. contre, tu sais que ça peut arriver. Mais je sais que ça va arriver, mais c'est inévitable. Voilà, mais parce que j'ai l'impression que je suis encore un peu au début et que du coup, c'est pas une impression. Oui, c'est vrai. Et du coup, je découvre encore des courses. Enfin voilà, avec toutes les courses que j'ai faites cette année, par exemple, c'est la première fois que je les faisais. Donc, d'une certaine manière, je peux pas vraiment pas réussir. Mais maintenant, j'ai des temps de référence et l'année prochaine, quand je les referai, je me dirai ah mince, j'ai fait 2 minutes de plus et tout, c'est pas ouf. Voilà. Donc c'est la partie facile pour l'instant. T'es du genre à te mettre beaucoup de pression, à toi personnellement? Non, pas du tout. Enfin, j'essaye le moins possible. Okay. Parce que moi, la pression, j'aime pas. Ouais. Je veux dire, il y a des gens à qui ça... Paul, je suis sûr que compte tenu de ton profil, tu as certainement aimé être sous pression dans ta carrière, non? Oui. Et encore, hein, je pense que je fais du sport pour ça aussi. Pour sortir de cette zone de confort et pour être sous pression. Je reviens toujours sur le kayak, hein, mais bon, c'est une partie de ma vie qui représente... Puis tu vas peut-être donner envie à des auditeurs de faire du kayak. Hein. Et oui, je vous encourage à aller essayer, en tout cas. Le kayak, c'est le kayak slalom comme je le faisais, c'est en eau vive. Il y a 25 portes, ça dure 1 minute 30. Tu relâches la tension à un quart de seconde, tu es à côté d'une porte, c'est fini, t'es dernier. En fait, c'est ça, le modèle de performance. À un quart de seconde, c'est court quand même. Ouais, mais c'est ça en fait, parce que ça va si vite. C'est un appui qui est passé, on appelle ça une zone de cisaillement. C'est la différence entre le courant et le contre-courant qui est passé au mauvais endroit dans un rouleau ou quelque chose. Comme entre elles, il faut avoir une lecture du parcours. Voilà, on parlait tout à l'heure de Romain en descente. Ouais. C'est un peu pareil sur les appuis en descente, où on peut se faire une cheville ou pareil tout s'arrête. Mais en descente, en trail, on est beaucoup plus sur de la gestion, alors que sur une manche de kayak slalom en l'occurrence, on gère pas grand chose en fait. C'est beaucoup à l'instinct. Et en fait, avant le départ, ça met une pression terrible parce que tu te dis si cet appui-là n'est pas bon, c'est fini. Je serai pas en équipe de France, je serai pas champion du monde, je serai dernier parce que je vais louper une porte. Et ça se joue, et je parle de l'appui, mais il y a de l'angle du bateau, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est très très technique comme sport, et donc ça amène beaucoup de pression. Mais moi, c'est quelque chose qui m'anime et dont j'ai besoin en fait pour vivre, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancé un petit peu sur de l'ultra, parce que il y a une part d'incertitude dans l'ultra. Je parlais tout à l'heure là, de vouloir faire Nice pour décrocher une qualif pour l'UTMB. Mais en fait, avant toute chose, on est humain et il faut aller à la ligne d'arrivée. Et c'est déjà incertain d'aller à cette ligne d'arrivée quand on prévoit de courir pendant 20 heures. Quoi. On parlait d'échecs et d'erreurs. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis ça? Là, sur la dernière année, j'en ai essuyé 2 qui m'ont fait énormément grandir. C'est ma CCC de l'an passé et mon 90 du Mont Blanc de cette année. C'est donc 90 CCC de l'an passé. J'y allais avec une grande envie et avec un objectif de top 10 et 90 du Mont Blanc. Je sortais du Mute, donc pareil, grosse envie. Et en fait, je peux pas en choisir un des deux parce que pour moi, je reviens tout à l'heure sur ce que je disais pour la réussite. Là, c'est un peu pareil. C'est le contexte qu'il y a avant. Et pour moi, les échecs, ils sont pas à travers la course. Ils sont vraiment sur l'approche de la course et le comportement des semaines et des mois d'avant. Pour le coup, après le 90 du Mont Blanc, j'ai énormément travaillé pour préparer ces championnats du monde. Et la CCC, c'était un peu ça aussi. Et tout à l'heure, Julie, elle parlait de ne pas avoir écouté son corps. Et en fait, c'est complètement ça. C'est, pour moi, l'échec, il vient en fait de se mentir à soi-même et de se dire je m'aligne sur cette course un peu comme si de rien n'était, alors que dans le fond, tu le sais. Dans le fond, avant une course, si on se regarde dans un miroir, tu te dis en fait, ça va pas bien se passer. L'année dernière, avant la CCC, j'avais un peu mal dans la hanche. Pour la petite histoire, la veille, je me fais une entorse du petit orteil. En faisant des mouvements balistiques dans ma chambre, je me suis cogné le pied contre mon rouleau. Voilà, l'histoire très bête, mais c'est la vie. Hein. Et donc, avant le départ, tu le sais,
tu sais que ça peut pas bien se passer. Ça peut, si tu le sais, mais en fait, on veut se convaincre. Et pour moi, l'échec, il est là-dedans. En fait, c'est d'être dans ton truc et de te dire, j'ai visé cette course, donc il faut que je la fasse. Donc il faut que ça se passe bien. Exactement. Et j'ai fait ça pour le 90 du Mont Blanc. Il est pas là, mais Julien Ardito, je l'ai appelé le dimanche avant la course, donc 5 jours avant, en lui disant, je veux pas prendre le départ parce que je suis pas bien, parce que c'est pas bon. Et derrière, je me suis dit, t'es pas blessé, c'est juste tes sensations qui sont pas bonnes, c'est juste ta fréquence cardiaque et l'entraînement qui est pas bonne. Donc essaye. Donc en fait, je me suis encore voilé la face en me disant, non, mais ça peut faire. Mais non. Ça l'a pas fait. Mais ça peut faire quand tu cours comme eux sur du format court, que tu veux faire monter ton cardio. Quand tu dis tu montres Romain, tu montres Thibert, Julie qui veulent. Ça marche pas. Tu veux faire monter ton cœur à 180 BPM pendant 1h30. Si t'es pas à 100% mentalement, physiquement, ça le fait pas. Quand tu veux préparer un ultra, si t'es pas à 100% physiquement, mentalement, ça le fait pas. Donc en fait, souvent, et c'est vraiment un conseil que je donne à tous les auditeurs, on le sait avant le départ et on le sait pas le matin de la course. C'est pas vrai. On le sait une semaine avant que ça va pas le faire. L'affûtage, il a bon dos des fois en disant je vais réduire, ça va aller, mais c'est pas vrai. C'est pas. Ma vision, c'est que c'est pas vraiment vrai ça. Romain, tu as envie de réagir à ça? Après, je ferai réagir Maud parce que j'ai l'impression que tu es d'accord aussi. Ouais, non, moi je voulais juste rajouter mon petit grain de sel pour parler de ma vision de l'échec. J'ai pas spécialement d'exemples parlants à donner, mais évidemment j'ai dû en essuyer quelques-uns dans mes années. Dans mes années qui sont derrière moi de compétition, il y a eu des moments de down, mais c'était plutôt je me projette en fait, et pour moi l'échec ce serait plutôt le moment en fait où il y aurait une perte de plaisir à ce que je fais, que ce soit à l'entraînement ou voilà l'envie qui manque, l'envie qui n'est plus là dans la tête. Si effectivement j'ai plus cette envie d'aller au bout de la chose, au bout de moi-même, et de devoir batailler, parce que j'ai le goût de la compétition, mais si ça, il y a un moment où je le perds, c'est qu'effectivement j'aurais mal. Il y a quelque chose qui a coincé dans le processus, et d'en arriver à ce point-là, c'est qu'il faudrait que je me retourne et que je vois ce qui n'a pas été. Ça peut être formateur, mais pour l'instant je garde. C'est un peu le point principal. Je m'articule beaucoup autour de cette notion de plaisir là aussi, et également ce qui serait un échec pour moi, ce serait peut-être de devoir faire des concessions aussi sur à côté les projets personnels ou la vie personnelle, ou de devoir annuler des peut-être de devoir moins voir la famille, etc., ou laisser un peu de côté d'autres projets pro. Je trouve ça très intéressant. Vous êtes d'une sagesse, les jeunes, qui est assez bluffante. Maud, on va arriver tranquillement à la fin de cette émission. Je sais que vous avez d'autres activités, puis pour certaines comme toi, il y a une course à préparer et du jus à faire. Quand Paul parle on se regarde dans la glace avant une course et qu'on sait. Est-ce que ça te parle, ça? Ah ouais, totalement. Ce que tu as dit, je me suis retrouvée au fait, parce qu'il y a l'année passée, il y a beaucoup de courses où je me suis forcée à faire parce que je les avais prévues au calendrier, parce qu'on m'attendait, parce que j'avais aussi cette pression que je me mets moi-même de vis-à-vis des sponsors, même si ASICS ne met pas du tout de pression là-dessus, mais voilà, c'est comme Romain il disait avant, on a envie de remplir son rôle au fait. On est dans une équipe quand même pour performer, pour montrer qu'on est là et qu'on est fort. Et moi, à chaque fois que je me suis forcée en essayant de tirer le positif, parce que je suis quelqu'un de positif et je me dis qu'il y a toujours quelque chose, je me dis allez, mais ça va, il fera beau, il y a les copains, enfin voilà. À chaque fois que je me suis forcée à faire une course, j'ai pas été à la hauteur de mes attentes. Ça, c'est quand même entre guillemets un super conseil que vous êtes en train de donner, c'est de conscientiser ça avant. Ça peut permettre d'éviter de faire des bêtises. Puis renoncer à une course, par exemple, c'est pas grave.
pas si, enfin, je sais pas si c'est dur de prendre cette décision, mais c'est pas si grave. Ça dépend quelle course, mais. C'est clair que c'est dur, mais après, le positif, c'est qu'on se dit, OK, je renonce à cette course, je vais pouvoir en faire une autre derrière. Je suis frais, je suis préparé. Bon, c'est sûr, si c'est les Jeux Olympiques, toi, t'as fait les Jeux Olympiques. Non. Ah, tu voulais faire les Jeux Olympiques en marathon. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Excuse-moi, j'ai peut-être remué le couteau dans une plaie. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une page tournée. Ok, mais c'était pas fait exprès, en tout cas. T'allais dire, je t'ai coupé, mais. Je pense que l'échec, il faut aussi s'y confronter. Parce que c'est dur, mais on grandit énormément à travers les échecs. Je parlais de la CCC et du 90 du Mont Blanc. Moi, c'est 2 échecs sur la préparation, sur tout ce que j'ai mis en place. Mais en fait, après chacune de ces 2 courses, je me suis vraiment dit, mais en fait, oui, il y a un problème dans le process qui n'est pas bon. Donc, il faut le modifier. Et donc, je pense que c'est important aussi. Je pousse pas du tout les gens quand ils sont pas bien à aller faire une course. Je pense plutôt que quand on est vraiment pas bien, il faut pas y aller. Mais en fait, où des fois, on y va et tu te rends compte que oui, parce qu'on peut leur donner tous les conseils là derrière les micros, c'est bien, mais c'est plus l'expérience qui va faire la tambouille, plus que des conseils. C'est ça, les conseils. Et puis, c'est quoi pas être bien? On part sur on peut tout définir comme ça. Est-ce que je suis pas bien à partir du moment où je me suis fait une entorse la veille, ou est-ce que je suis pas bien à partir du moment où sur le même segment j'ai mis 10 secondes de plus que l'année dernière, ou parce que je suis triste cette journée-là. Voilà, c'est quoi être pas bien. Donc en fait, et ça, chacun réagit différemment. Moi, je sais que j'ai un petit peu quand j'ai des douleurs, ça me ruine un peu le moral. Donc en fait, avant une course, quand on décharge, il y a des petites douleurs qui arrivent. Donc des fois, je suis peut-être que je suis pas si prêt. À l'inverse, sur une grosse réussite qui était le mute, la veille, je dis à ma copine, je sais pas si je vais aller au bout, j'ai une petite douleur dans la cuisse, nanana. Et en fait, pas du tout. C'est juste qu'avec la décharge, on fait Donc, il faut aussi faire ces expériences. Et un échec, je trouve qu'on apprend énormément. Si on fait le travail derrière de se dire, ça n'a pas fonctionné, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça, c'est important, quoi. Dernière question que je vous pose à tous. On regarde devant. Et on imagine quel serait votre plus bel accomplissement. Celui, alors je ne sais pas si c'est du domaine du rêve, du possible, etc. Mais toi, Julie, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce que tu rangerais dans la colonne des accomplissements parce que tu en rêves aujourd'hui et tu le réussiras peut-être? La question pourrait être, quel est votre rêve en termes sportifs, évidemment. C'est de ça qu'on parle, mais... c'est difficile parce qu'il n'y a pas rêve, mais plusieurs rêves. Vas-y, plusieurs. Non, mais il y a tellement de belles courses que j'ai envie de faire. Moi, j'arrive, il y a tellement de courses que je connais pas encore, il y a tellement de courses que j'ai envie de faire partout dans le monde. Donc, c'est sûr que viser des podiums sur des courses rêvées, sur des golden, sur des trails... encore sur même des trucs plus longs après un jour sur de l'ultra peut-être et voir ce que ça fait de faire un ultra. Il y a plein de choses que j'ai envie d'accomplir et aussi au sein de la fédération là je vais pour la première fois je suis là pour la première fois en équipe de France, donc déjà voir ce que ça fait d'être dans une équipe, représenter la France, ça je trouve ça incroyable. Je pense que je réalise pas encore que je vais au championnat du monde. Donc déjà viser la médaille par équipe, ça va être incroyable parce que je sais qu'on a les moyens avec l'équipe que j'ai. Donc ouais, plein de rêves, mais pas un particulier, juste beaucoup à découvrir et beaucoup de courses qui me font rêver et sur lesquelles j'ai envie de performer. Donc c'est difficile d'avoir un objectif cerné. Romain? Ouais, moi un rêve, ce serait, je me ferme aucune porte, donc potentiellement champion du monde de kayak. De kayak, pourquoi pas, toujours possible. T'as un bon entraîneur a priori. Faudrait que je gagne un petit peu sur le haut du corps, certainement. Il va y avoir à bosser. Thomas Laure Blanchet sur le haut du corps, il est très très fort en ce moment. Ça y est, maintenant il est calé, ouais. Et un rêve, ouais, ce serait de. Donc je vais continuer tant que je me fais plaisir à ce que je fais, c'est de continuer à essayer d'aller le plus loin possible dans mon sport, dans le trail. Et le rêve, ce serait éventuellement, si ça marche bien, quelques années, peut-être pouvoir en vivre complètement. Alors ça veut pas dire à côté abandonner une toute autre activité à côté.
Parce que je pense que je vais en avoir besoin. Je sais pas si j'arriverai à... Pour te sortir du quotidien de ouais, sportif. c'est ça, exactement. Et certains y arrivent très bien et arrivent à se conditionner vraiment... Et Baptiste Chassagne, qui est un des promoteurs du double projet, comme il dit souvent, et ça a l'air de bien fonctionner pour lui, en tout cas. Ça a l'air de bien le faire pour lui, oui. Alors qu'il pourrait se permettre, si je comprends bien, il pourrait se permettre de ne pas avoir de double projet, mais ça s'inscrit dans une vision d'équilibre que tu appelles de tes voeux. Ouais, complètement. Donc ce serait l'idée, c'est de performer dans mon sport, mais à côté que je puisse avoir un équilibre. Donc là, éventuellement, je suis un peu en recherche d'équilibre. Ça se met tout doucement en place avec tout ça, puisque je commence à bien marcher dans mon sport, mais j'aimerais aussi commencer à travailler à côté. Je viens de valider mon diplôme d'accompagnateur en montagne, donc merci. Il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place là-dessus, et d'autres projets aussi qui sont en lien avec tout ça. Mais voilà, ce serait de pas faire de concessions à côté et d'avoir un équilibre de vie où la vie d'athlète et les autres projets pro, la famille, ça à côté, ça déroule bien, en fait, tout simplement. Maud, est-ce que tu as encore des rêves? Qu'est-ce qui pourrait t'accomplir plus que ce que tu n'as déjà fait? Alors c'est vrai qu'en termes de courses ou de résultats, j'ai plus beaucoup de rêves, même si j'ai envie de tester encore plein de choses. Enfin, peut-être revenir sur des formats très courts ou de tester du plus long. Mais je suis assez contente, au fait, on peut dire que c'est un accomplissement de façon générale dans ma vie, d'avoir pu mener de front ma carrière sportive avec ma vie de maman. Je suis assez contente. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Là, j'ai encore, j'espère encore bien des années devant moi, même si je tends vers l'âge. Mais je pense que les rêves, j'ai pas de rêve en particulier, mais je vais un peu plus aller aux opportunités. On parlait aussi avant des opportunités qui vont se présenter à moi. Après l'OCC, si peut-être tu te retrouveras avec le maillot de la Suisse sur les épaules pour une nouvelle fois performer sur des mondiaux, ou plus lier des découvertes de pays, voyage avec la famille, avec des compétitions. Je on vois s'était plus, vu ça. Ah non, c'était pas vu au Québec. On a failli se voir l'année dernière lors d'une de tes voyages en famille plus course, mais on avait eu toutes les deux la même histoire pour le coup. C'était sur le QMT 32 et on s'est perdu. On s'est retrouvé sur le 100 miles. Et bon, ça a été la goutte d'eau pour toi. Et moi, j'ai fait 10 km de plus. Toi, t'as été courageux. Moi, j'ai abandonné. Je sais pas si c'était du courage, mais j'étais dépité quand même. Tom, non, toi, t'as plus de rêves. Non. Je pense qu'il faut avoir des rêves. Champion du monde d'ailleurs. Pas spécialement. Ou par exemple, mais je pense que c'est important d'avoir des rêves, au même titre que c'est important de on va dire cultiver son why, pourquoi je cours, parce que le pourquoi je cours, ça permet justement de se projeter sur des rêves qui vont durer et puis ils vont permettre de continuer à avoir cette petite flamme qui nous permet de sortir un peu les tripes quand il y a besoin. Et se renouveler, le renouveler, ouais. Se renouveler, donc non, moi j'ai pas de rêve, à proprement parler, sportivement parlant, je pense que Maud elle a un peu touché du doigt le truc. C'est vrai que quand on a des enfants, le plus important, je pense, c'est de transmettre, soit sa passion, soit son travail, sa qualité de vouloir bien faire, mettre en place des processus qui sont justement pour valider des performances et s'accomplir. Donc le plus important, je dirais, mais transmettre un peu mon savoir-faire, c'est un peu pompeux, mais quelque chose qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, avec mes échecs, éviter qu'elle fasse les mêmes, et puis partager au maximum. Elle en fera d'autres, t'inquiète. Elle en fera, ça c'est sûr. Elle a bien commencé. Mais l'idée de partager au maximum avec ses enfants et son entourage proche. Thibert ? Équipe de France. Bon, c'est comme ça.
De pétanque. Ouais. De pétanque, dit Tom Tom. Ah oui, mais de n'importe quoi, hein, ce que tu veux, kayak, ping-pong. Tant que c'est bleu, blanc, rouge. Oui. Et ouais, porter le maillot de l'équipe de France, franchement, rêve de gosse. Oui, ça aurait pu. Enfin, du coup, là, c'est le trail parce que je m'oriente là-dessus, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Juste depuis que je suis enfant, je rêve. Enfin, j'admire les athlètes. Et du coup, porter le maillot de l'équipe de France, ça serait fou. C'est un super objectif. Paul, toi, le maillot de l'équipe de France, tu l'as déjà porté? Pas de trail, mais tu l'as déjà porté? Oui, je l'ai déjà porté. Pas de trail. Quand je me suis mis à courir, je me suis dit pas d'équipe de France. Puis récemment, je me suis dit ce serait marrant d'avoir été en équipe de France et de kayak et de trail. Donc ça commence à arriver un petit peu dans ma tête. Je me dis pourquoi pas. C'est pas du tout un rêve, mais plutôt je me dis ça peut être marrant de faire le parallèle entre les deux. Un rêve, si on parle de course, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi j'ai commencé à courir. Donc moi, ce serait gagner l'UTMB sans. Gagner, c'est ça, c'est gagner l'UTMB, c'est pas faire et bing. Oui, comme vers l'équipe de France. Donc ça, c'est vraiment, si on parle uniquement de course, c'est ça. Et je pense que vous avez compris, je suis quelqu'un qui philosophe aussi pas mal. Et rester heureux et rester en fait dans une bonne forme toute sa vie, parce que je vois énormément de personnes qui ne pas me cramer. J'ai déjà bien commencé, donc je commence à un peu plus m'écouter. Mais voilà, je vois beaucoup de personnes qui arrêtent trop tôt leur sport à leur goût. Ça me déchire le cœur en fait des personnes qui adorent courir ou adorent faire du vélo ou quoi et qui peuvent plus pour X ou Y problème. Donc ça, c'est réussir à pouvoir courir jusqu'à tard, sans parler de performance, parce qu'au bout d'un moment, forcément, tu arrêtes. Mais en fait. Là, j'étais sur le challenge du Mont Calme il y a 2 semaines. Et en fait, la Pika Pika notamment. La Pika Pika, exactement. Et quand je vois des personnes qui ont 70 ans passer la ligne d'arrivée, pas de la Pika, mais de courses plus courtes, je me dis en fait, c'est ça. C'est ça qui est cool en fait. C'est que à 70 ans, peut-être 80, ils courent encore ces gens-là. Et on a un sport qui est beau pour ça quand même. Ouais, et ça c'est magnifique. Et ça, c'est un objectif de vie en fait derrière, de pouvoir faire du sport toute sa vie. Impeccable, j'ai demandé à tout le monde là. Dernière question hyper courte, parce que c'est quand même une émission qui est en partenariat avec ASICS. Je voudrais que chacun vous me disiez votre le coup de cœur ou le produit que vous portez et que vous recommandez d'une manière générale. On commence avec toi, Julie. Qu'est-ce que tu recommandes comme et pour quelle pratique, peut-être pour être pratico-pratique, ouais. Chaussures ou n'importe? N'importe, mais chaussures, je pensais chaussures, mais si. Moi j'aime bien les Fuji Speed parce que elles ont du dynamisme et que moi je fais des formats très courts, donc le dynamisme, on recherche ça. Donc c'est avec ça que j'ai beaucoup couru l'année dernière. Là, je les reprends progressivement après ma blessure, puisque on sait que quand il y a du dynamisme, ça peut faire un peu plus mal aux genoux. Donc là, je vais les reprendre progressivement. Mais ouais, je dirais les Fuji Speed, qui sont des chaussures trail légères avec des plaques. Et là, la plaque change cette année, mais dynamique, quoi. Romain. Sans aucun doute, le Bob ASICS. Magnifique, l'accessoire indispensable. Non, il est très classe. Mais si on veut parler de chaussures, moi, ma chaussure d'entraînement au quotidien, elle passe partout, elle est géniale. C'est les Fuji Light. Donc vraiment très polyvalente. Et sur la dernière version, la 6, ils ont amélioré aussi le grip et c'est pas négligeable, c'est vraiment un vrai plus. Mais en compétition, j'utilise depuis l'an passé, puis cette année encore la Fuji Speed. Donc pareil, sur des formats courts, elle est très très adaptée. Il faut un petit temps pour l'apprivoiser, parce que avec le dynamisme et la pose de pied, dès que ça devient un peu technique, faut un peu de maîtrise avec. Mais une fois qu'on s'y est fait, c'est pratiquement la chaussure idéale. Maud? Alors, on va dire pour un objet, la Fuji Light. Mais autrement, ce que j'apprécie le plus chez ASICS, c'est le confort d'avant et après course. Tout ce qui est hôtel, buffet, voilà. Et les desserts.
Tom? Moi, ce que j'apprécie chez ASICS, c'est que je trouve qu'on a réussi à quand même, depuis maintenant 2-3 ans, à monter une structure qui reste très très professionnelle et qui est familiale. Donc, c'est important parce que voilà, on est sur l'UTMB, sur l'événement le plus important du trail. Donc moi, malgré tout, on a quand même réussi à cultiver cet esprit un peu famille, chaleureux et quand même tourné vers la performance et la réussite de chacun. Donc c'est vraiment ça que j'apprécierais le plus chez ASICS. Parce que les produits, pour ce que je fais, ça me va. D'ailleurs, tu portes des trucs voilà, pour la rue, quoi. Tout à fait. Et ça c'est largement suffisant. Très bien pour le vélo. Tout à fait. Tibert. Un produit, moi je dirais la ceinture, que je trouve très bien. J'adore courir sans sac, et la ceinture d'ASICS, elle fait très bien le boulot. Elle ballotte beaucoup moins que la Compress Sport, j'ai envie de dire, que j'utilisais avant. Mais enfin voilà, je la trouve très bien, j'apprécie beaucoup. Parfait. Et Paul? Et moi j'hésitais avec la Fujilight 6 qu'on disait, la Trabuco 13 qu'on a cette année là, qui est une chaussure où ils ont amené pas mal de dynamisme et avec beaucoup d'amorti aussi. Donc pour moi qui fais des formats un peu plus longs, c'est très intéressant. On a et le côté amorti et le côté renvoi, donc c'est une chaussure performante pour de l'ultra, donc c'est une chaussure que j'aime beaucoup. Merci beaucoup à tous. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette émission hors série de la Bande à des Plus. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus, concoctée par les productions des Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir d'animer ce talk show depuis maintenant 4 saisons. Un gros merci à toi, Tom Laure Blanchet. Ravi que tu aies réussi à revenir jusqu'à nous. Merci à tous nos invités, Julie Lelon, Maude Matisse, Paul Cornu-Chauvin, Tibert Debizet et Romain Dicher. Merci infiniment à tous d'avoir été là ce matin, malgré la pluie qui est partie. Donc du coup, c'est beaucoup plus calme en ce moment. Merci à Alexandre Ferreira qui finalise la réalisation de cette émission hors série Équipe au Fine. Cette émission, merci au public d'être venu au début avant la pluie. C'était peu propice pour le reste. Et merci à tous de nous écouter. Suivez Distance Plus sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il y a une paire de ASICS Fujilight dont on a parlé il y a quelques instants à gagner en suivant les stories de Distance Plus et en vous abonnant à la newsletter Extra des Plus. À plus dans la Bande à des Plus.